pour ne pas reprendre le détail du programme tel que nous l'avons conçu, vous le trouverez dans le programme. J'ai préféré me lancer dans ce que j'appelle un petit exercice de style à partir de mes propres centres d'intérêt, sans tomber, je l'espère, dans la trop grande spécialisation. Je suis, pour s'expliquer, je suis personnellement donc spécialiste de l'Égypte hellénistique grecque, ce qui, on va le voir, ne devrait pouvoir me mettre un petit peu loin de la Grèce d'Olympie, mais pas tout à fait. Voilà, donc je vous propose plutôt une sorte de réflexion à propos du temps, puisque, on va l'expliquer, les Jeux Olympiques sont une sorte d'horloge, et ça nous permet de réfléchir sur ce temps qui est aussi, bien sûr, le centre des études historiques depuis François Guizot. Voilà, donc je commence. Donc jadis, tous les 4 ans, à la première pleine lune après le solstice d'été, les gens d'Élis et de Pisa dans le Péloponnèse organisaient les, entre guillemets, Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, de nos jours, chaque année, quelques heures après l'équinoxe de printemps, quelques lunes après l'équinoxe de printemps, le Comité des travaux historiques et scientifiques organise son congrès annuel. Ces 9 sections choisissent l'une après l'autre et dans l'ordre chronologique le thème qui en constituera le sujet. Nous sommes en 2024 au cœur d'une succession prestigieuse sur la longue durée, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge. L'an passé, à Toulouse, les préhistoriens nous ont proposé de parler de, je cite, rupture et effondrement. Mais l'an prochain, rassurons-nous, les médiévistes nous promettent que l'on parlera de reconstruction. Et dans l'entre-deux, qu'y a-t-il ? Dans l'entre-deux, il y a nous, les antiquisants. Et que proposent les antiquisants ? Ils proposent que l'on parle de corps, de sport et de jeu. Sont-ils vraiment sérieux ? Entre la chute terrible d'hier et la difficile reprise de demain, n'y a-t-il de place aujourd'hui que pour l'hédonisme corporel, le loisir sportif et le plaisir des jeux ? Eh bien, après tout, oui. Il y a de cela. Pourquoi donc ? Parce que, comme l'auraient dit les Grecs de l'Antiquité eux-mêmes, c'est aujourd'hui le temps de la trêve olympique. Il se trouve, comme vous le savez, tous bien sûr, que Paris accueille cette année les Jeux Olympiques et c'est la raison qui, bien sûr, a déterminé notre choix. Car c'est dans l'Antiquité que les Grecs ont, en 776 avant Jésus-Christ, entre guillemets, fondé les Jeux Olympiques. Arrêtons-nous quelques instants sur ces 3 mots, dont 2 sont en réalité, sinon inexacts, disons impropres, celui de fondation et celui de jeu. Commençons par ce dernier, que j'emploierai le moins possible désormais. Ce que l'on appelle fallacieusement des jeux grecs étaient en réalité des concours, au singulier un agone. L'agone était en effet une cérémonie religieuse et culturelle qui, comme le français concours, avait le double sens de rassemblement, comme on dit un grand concours de peuple, et de rencontre, aussi bien sociales que sportives. Les, entre guillemets, compétitions n'y étaient pas toutes gymniques, pour reprendre le terme hellénique qui peut, vaille que vaille, correspondre à notre sportif. Mais l'activité physique y était hautement valorisée. Quant au terme de fondation, il n'est pas plus exact. Toutes les sources antiques disent en effet que le concours d'Olympie existait avant 776. Il ne s'agissait alors, semble-t-il, que d'une course individuelle d'un stade, soit 178 mètres de longueur. Pourquoi dire alors que les Jeux Olympiques antiques, les Jeux Olympiques datent de 776, dès lors que la compétition existait déjà auparavant ?
La réponse est à mon sens la plus essentielle qui soit, et c'est celle sur laquelle je veux insister ici devant vous, au cœur d'une institution, le CTHS, qui dépend administrativement de l'école des chartes. Car ce qui a commencé en 776, c'est l'enregistrement, autrement dit l'archivage par les Ellanodis, les juges des Grecs, les organisateurs du concours, de la liste des vainqueurs de la course du stade, dont le nom servirait désormais à identifier l'année du concours, la première de chacune des 4 années qui constituaient une Olympiade. 776 avant Jésus-Christ est donc la plus ancienne date connue, à partir de laquelle débute une suite ininterrompue et exacte, jusqu'à nous, d'années solaires, dites années juliennes, auxquelles on attribuera tel ou tel événement, ce qu'on nomme la chronologie absolue. Avant 776, il sera certes possible de dater tel ou tel fait historique, entre guillemets, en chronologie absolue, mais ce sera toujours, mis à part les phénomènes astraux comme les éclipses solaires, avec un coefficient d'incertitude conduisant à ajouter environ devant le nombre de l'année. C'est par exemple le cas pour la datation des règnes des pharaons. Ce qui m'amène, ce sujet de la différence chronologique entre la chronologie égyptienne et la grecque qui commence avec les JO, m'amène à ce qui, je ne vous le cache pas, et vous le voyez à l'écran, a constitué le cœur de ma vie de professeur et de chercheur. Je veux parler des relations entre les Grecs et les Égyptiens de l'Antiquité, et notamment, là c'est le titre, dans le domaine du rapport au temps, ce que les anciens appelaient la chronologie, ou plus exactement la chronographie. Jeune chercheur, je m'empressais d'acheter chez un bouquiniste un livre qui me faisait rêver, que j'ai chez moi et que je consulte toujours avec émotion, et vous avez sa couverture à l'écran, le magistral Chronology of the Ancient World, de ce phare des études hellénistiques que fut Elias Bickerman. Je vous propose donc quelques réflexions, ou plutôt quelques anecdotes chronologiques et sportives gréco-égyptiennes. Et c'est comme souvent chez Hérodote, le père de l'histoire, que l'on peut trouver une première anecdote à ce sujet. Voilà ce texte que je vous propose de lire ensemble. Ce psammis, il s'agit du pharaon psamétique 2. Pendant qu'il régnait sur l'Égypte, vit venir des députés envoyés par les Éléens. Ceux-ci se targuaient que le règlement de leur concours d'Olympie fut le plus équitable et le meilleur du monde. Et ils pensaient que les Égyptiens, même les plus sages des hommes, ne sauraient rien imaginer au-delà. Lorsque les Éléens arrivés en Égypte eurent exposé ce pourquoi ils étaient venus, le roi convoqua ceux des Égyptiens qu'on disait être les plus sages. S'étant réunis, ces Égyptiens se firent exposer par les Éléens toutes les règles que ceux-ci observaient au sujet du concours. Les Éléens, après avoir tout expliqué, déclarèrent qu'ils étaient venus pour attendre mieux, si les Égyptiens pouvaient imaginer quelque chose qui fût plus juste. Les Égyptiens, après s'être consultés, demandèrent aux Éléens si leurs concitoyens étaient admis au concours. Les Éléens répondirent que quiconque le voulait, qu'il fût des leurs ou des autres Grecs, avait également le droit de concourir. Les Égyptiens déclarèrent alors qu'en posant cette règle, ils avaient tout à fait manqué à la justice, car il était de toute impossibilité qu'ils ne prissent point parti pour leurs compagnons engagés dans une lutte, au préjudice de l'étranger, Xénon. Et que s'ils voulaient vraiment régler le concours avec justice, et si c'était dans cette intention qu'ils étaient venus en Égypte, on leur conseillait de l'établir pour des concurrents étrangers, sans que nul Éléen eût le droit d'y participer. Tel fut l'avis que les Égyptiens donnèrent aux Éléens. Alors, nous découvrons que ce qu'on appelle le concours d'Olympie devient le critère qui permettra de déterminer le vainqueur d'une autre compétition
celle opposant les Égyptiens aux Grecs, pour savoir lequel des deux peuples était le plus juste du monde. En matière de sport, les Éléens, c'est-à-dire les organisateurs du concours d'Olympie, se jugent au-dessus de tout. Et la meilleure manière de prouver leur supériorité sera de montrer que les Égyptiens ne sauraient pas faire mieux. Ils font donc le, entre guillemets, voyage d'Égypte, un peu comme on fera le grand tour dans l'Italie renaissante. Or, ils se font, pour rester dans le registre sportif, entre guillemets, renvoyés dans les cordes par les prêtres d'Égypte qui leur font remarquer qu'on ne peut pas être en sport à la fois juge et partie, et que leurs compatriotes, en tant qu'organisateurs, ne devraient pas être du concours. Hérodote, dont on connaît l'admiration éperdue qu'il avait pour les Égyptiens, ridiculise ici les Grecs d'Élis, qui, de son temps, se battaient en permanence avec leurs voisins de Pisa pour la possession du sanctuaire d'Olympie et de son concours panhellénique, une possession prestigieuse, mais aussi fort lucrative. Mais ce que nous montre l'anecdote, et plus généralement tout le deuxième livre des histoires d'Hérodote, c'est surtout que les Égyptiens et les Grecs ne pensaient définitivement pas de la même façon, et notamment dans leur conception du temps. Comme les égyptologues l'ont abondamment souligné, le temps des Égyptiens anciens n'était que l'éternelle réitération de ce qu'ils nommaient la première fois. Tous les matins, le soleil naissait sous le nom de Képri, de venir. Il était Ré à midi et il finissait Atum, l'accompli, le soir, lors de sa disparition derrière le plateau des pyramides, ce cycle journalier qui mimait la véritable première fois quand le démiurge s'était auto-créé en émergeant du néant aquatique, le Noun. Ce principe de l'éternel recommencement faisait que l'on datait les années à partir de l'accession au trône du nouveau pharaon, en un du pharaon Ramsès Aimé d'Amon. Ce système conçu par le clergé d'Héliopolis, dans la banlieue actuelle du Caire, près de l'université d'Ain Shams, les sources du soleil, avait été validé à Memphis, la capitale voisine et lieu du sacre, et adopté dans l'autre capitale, Thèbes, de Haute-Égypte, où le créateur et légitimateur des rois était Amon-Ré Nisutnetjeru, que vous voyez assis à droite, Amon-Ré, roi des dieux. À la chronologie cyclique des Égyptiens, où l'an 1 se reproduisait à chaque nouveau roi, les Grecs opposèrent une chronologie linéaire basée sur les archives des prêtres d'Élis. Le temps comptabilisé commencerait avec le sport. Quelle plus belle illustration du bien fondé de notre thème, l'histoire, au sens très restreint, de la période des temps fixée exactement par un nombre d'années solaires comptées sans interruption du début du compute jusqu'à nos jours, a pour point de départ un sprint de 178 mètres. Un autre exemple significatif de la différence d'appréciation du temps entre Grecs et Égyptiens est le voyage du législateur athénien Solon, qui alla lui aussi, vers 580 avant Jésus-Christ, faire le voyage d'Égypte pour savoir jusqu'à quelle date remontait le passé des Égyptiens. Lui aussi reçut à la figure une célèbre claque égyptienne. « Solon, Solon, vous autres les Grecs, vous êtes toujours des enfants. » La phrase est reprise par Platon dans le Timée, ce qui n'empêchera pas le philosophe d'inventer un passé athénien plus ancien que tout. Je veux parler de son célèbre mythe de l'Atlantide, mythos et non logos, que des naïfs s'obstinent encore aujourd'hui à prendre pour historique, au point de chercher un peu partout le pays des Atlantes. Ils oublient que Platon ne saurait en aucun cas parler en historien, et cela pour une bonne et simple raison, Platon détestait l'histoire. Avançons dans le temps et passons à Alexandre le Grand. Je ne vous ai pas mis, évidemment, le premier temps grec. Donc, et nous allons assister, fait marquant, ce que j'appelle donc le mariage du premier temps égyptien, celui du sacre,
avec cet autre premier temps qui était le concours sportif grec. Concernant Alexandre, rappelons les faits. En janvier 331, Alexandre entra en Égypte par la ville de Péluse, que vous avez ici tout à fait à l'est. Et permettez-moi de citer avec émotion le nom de cette ville antique, puisque c'est là que j'ai travaillé archéologiquement près de 30 ans. Petite image. Oui. Bon, j'étais un petit peu plus jeune. De là, Alexandre remonta le Nil jusqu'à Memphis, où il fit reposer son armée. N'emportant avec lui qu'un escadron de cavalerie, il prit le bateau, et c'est la ligne bleue sur la carte, il prit le bateau et descendit la branche canopique jusqu'à l'actuel Aboukir, appelé alors Tonis Héraclion. Là, il emprunta le canal qui menait au temple d'Osiris de Canope, puis celui creusé par Darius qui communiquait avec le lac Maréotis. Après en avoir fait le tour, il débarqua sur sa rive nord et fonda Alexandrie. Puis il suivit à cheval la côte de Libye jusqu'à Marsamatrou, l'antique Parétonion, où il trouva la piste qui le conduisit à l'oracle de Zeus Amon, dans l'oasis de Siwa. « Qui est mon père ?» demanda-t-il à Zeus. « Je suis ton père », lui répondit Amon, comme dans le film. Je suis celui, Amon, qui, depuis le Nouvel Empire, à Thèbes, légitime les rois. Alexandre devenait le nouveau pharaon et il pouvait recommencer le monde à l'égyptienne en son an 1. Aussi s'empressa-t-il de rejoindre Memphis, la ville du sacre, par la piste directe qui ne repassait pas par Alexandrie. Et là, que fit-il ? Nous devons à Arien de Nicomédie ces précisions absolument essentielles. Là, il sacrifie à Zeus Basileus, Zeus roi, fait une procession avec son armée sous les armes et organise un concours sportif et musical. Agona gymnikon kai musikon. Le sport grec rejoignait le sacre égyptien pour inaugurer les temps nouveaux. Le concours de 331 demeura au calendrier sous le nom de Basileia, les joutes royales. Nous avons la chance d'avoir retrouvé une liste gravée en 267 avant Jésus-Christ, sous le règne de Ptolémée II, qui nous donne le nom des vainqueurs à plusieurs épreuves de cette agone. Or, le nom de Basileia, les fêtes royales, y est associé à un autre mot, le mot de Genetlia, que l'on traduit d'ordinaire par anniversaire, mais que Ludwig Kühnen proposait à plus juste titre, selon moi, de comprendre comme la fête du commencement. L'homme qui commença de célébrer les Basileia du roi Alexandre fut son général et ami Ptolémée, satrape que vous voyez à gauche ici, satrape de 323 à 305-304, date à laquelle il fut lui aussi proclamé pharaon par Zeus Amon. C'était juste après qu'il eut sauvé les Rhodiens de la famine en forçant le blocus de la ville assiégée de tous les côtés par Démétrios, l'assiégeur, en grec le Poliorcète. Une fois la paix signée, tous les amis de Ptolémée allèrent à Siwa demander, comme avec Alexandre auparavant, s'il acceptait que le satrape d'Égypte devint pharaon, avec sa compagne favorite, la reine Bérénice, sous le titre de Soter et de Sotéira, les dieux sauveurs. Vous avez ici le nom en haut de son fils, le roi Ptolémée, et les deuxièmes lignes, fils de Ptolémée, Sotéros le sauveur. Dès qu'Amon eut donné une réponse favorable, le richissime ami du nouveau roi Sostratos de Cnide, près de Rhodes, engagea la construction d'un monument hors norme qui ferait la gloire éternelle des souverains. Ce fut le phare d'Alexandrie,
dont la construction, débutée dès 305, s'acheva en 8 ans, en 297. Les dieux sauveurs, le roi Ptolémée et son épouse Bérénice, virent leurs noms gravés en lettres d'or sur la façade, avec leurs 2 statues pharaoniques, avec le pshent sur la tête, dressées de part et d'autre de la porte du phare. Repêchées en 2 fois, ces 2 statues ornent aujourd'hui l'entrée de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Vous voyez ces 2 statues à gauche et à droite la récupération des blocs devant le fort de Qaïtbé, qui est tout simplement le fort installé à l'emplacement de l'ancien phare d'Alexandrie. Il ne manquait plus au dieu sauveur, Ptolémée Ier, qu'un agone à sa mémoire. Et c'est son fils, Ptolémée II, qui créa les Ptolémaïas en 282, un concours qui serait l'égal des Jeux Olympiques, puisque penthétérique, c'est-à-dire quadriennal. Nous connaissons son existence grâce à une pierre appelée la stèle de Nicouria, sur laquelle les insulaires, les habitants de l'Égée, déclarent qu'ils enverront des athlètes concourir, je cite, à l'agone isolympique, sportif, musical et équestre que le roi organise pour son père. À nouveau, le concours sportif signait l'entrée dans un avenir d'éternité. Plus tard, on voit encore le roi Ptolémée III écrire aux gens de l'île de Kos pour leur demander de participer à un 3e concours, l'agone de l'île sacrée, en l'honneur de sa dynastie. Cette île sacrée, que vous voyez ici reconstituée bien sûr imaginairement, n'était autre que le territoire dont Alexandre avait fait le tour par ses canaux avant d'arriver sur le site de la future Alexandrie. Aujourd'hui submergée en partie sous les eaux de la rade d'Aboukir, cette île sacrée fait l'objet de fouilles de l'Institut européen d'archéologie sous-marine, dirigé par Franck Gaudiot, associé aux équipes de Damian Robinson de l'Université d'Oxford. Ceux-ci en ont extrait à nouveau 2 formidables colosses pharaoniques, peut-être ceux de Ptolémée III lui-même et de son épouse, la fabuleuse Bérénice II de Cyrène. J'approche de la fin. Ces souverains, qu'on nomma les bienfaiteurs, m'amènent pour finir à mon dernier grec d'Égypte. Je veux parler de l'un des hommes les plus savants de toute l'Antiquité, le compatriote et ami de la reine Bérénice, Ératosthène de Cyrène, celui qui mesura avec la plus grande exactitude la circonférence de la Terre à partir de la différence de l'angle d'incidence des rayons du Soleil lors du solstice d'été à Éléphantine et à Alexandrie. Mais Ératosthène n'était pas que géographe, esprit universel, il dirigeait la bibliothèque d'Alexandrie et il décida, je dirais, de mettre à plat la chronologie universelle, elle-même solaire, comme Ré. Que fallait-il faire? Il fallait remonter le temps à partir d'une date indiscutable. Celle-ci serait, décida Ératosthène, la mort d'Alexandre le Grand en juin 323 avant Jésus-Christ. Et Ératosthène remonta. De la mort d'Alexandre à la mort de Philippe, 12 ans, mort de Philippe 335. De la mort de Philippe à la bataille de Leuctre, 35 ans, bataille de Leuctre 370. De la bataille de Leuctre à la défaite des Athéniens, 34 ans, défaite des Athéniens 404. De la défaite des Athéniens au début de la guerre du Péloponnèse, 27 ans, début de la guerre du Péloponnèse, 431. Du début de la guerre du Péloponnèse à l'invasion de Xerxès, 48 ans, invasion de Xerxès, 479. Et là, nous touchons au but. De l'invasion de Xerxès à la première Olympiade, 297 ans, première Olympiade, 776. Où veux-je en venir? À l'idée que nous sommes, nous autres, ici, vous et moi, les membres et les amis du CTHS, nous autres, les savants. Quel beau mot, bien plus modeste qu'on ne croit. Un de mes maîtres, qui s'appelait Étienne Bernand, écrivait toujours, entre guillemets, ce savant, lorsqu'il citait l'un de ses prédécesseurs.
nous sommes les héritiers de toutes les sociétés savantes de France, riches d'années de recherche sur notre passé, depuis François Guizot et bien avant lui. Alors, en cette année olympique, je me tourne vers le passé et je mesure ce qui nous sépare du commencement même de notre mémoire, de ces génétlia, pour reprendre le mot des Grecs. Combien d'années nous séparent de la première Olympiade? Je fais le compte, 776 plus 2024 égale 2800 ans. 2800 ans pile, comme on dirait. J'entendais récemment à la radio M. Tony Estanguet, grand ordonnateur des JO de Paris, le jour de la flamme à Olympie, déclarait « Nous, les Jeux Olympiques, c'était il y a 2800 ans. » Et il avait raison. C'était certes méritoire de sa part, mais c'est comme si ce « il y a 2800 ans » n'était pour lui qu'un chiffre, comme on dirait « il y a bien longtemps ». Mais 2800 ans, c'est bien plus que cela. Cela veut dire que nous fêtons cette année, sans bien nous en rendre compte, le 28e centenaire de la décision de dater les années selon une succession ininterrompue, une succession dont l'an 1 fut une course sportive. En fait, nous célébrons le plus ancien centenaire de la plus ancienne date assurée du monde, le 28e centenaire de la naissance de notre mémoire historique annualisée sans fracture ni rupture. Ce 1er janvier 2024, je lisais dans Le Figaro, j'ai eu la chance de le lire, de noter, le programme des commémorations d'anniversaire qu'il conviendrait de célébrer en 2024. Je cite Le Figaro. 10 anniversaires à ne pas manquer. 1. Les 800 ans d'existence de l'église Saint-Eustache. 2. Le centenaire de la naissance de Charles Aznavour. 3. Les 50 ans de la disparition de Marcel Pagnol. 4. Les 150 ans de la naissance de l'impressionnisme. 5. Le centenaire de la naissance de Marcello Mastroianni. 6. Le centenaire de la naissance du surréalisme. 7. Les 500 ans de la naissance de Pierre de Ronsard. 8. Le bicentenaire de la mort de Théodore Géricault. 9. Le centenaire de la mort de Gabriel Fauré. C'est celui qui me touche le plus, parce que le Requiem, puis surtout le cantique de Jean Racine. Et 10. Le centenaire de la mort de Giacomo Puccini. Lui, on s'en fiche un peu. Il a fait mourir beaucoup trop de jeunes sopranos sur scène. Bon. Le journaliste n'a oublié qu'un anniversaire, les 2800 ans de la création des Jeux Olympiques. Mais on peut aller plus loin. Et vous le voyez au tableau, enfin sur l'écran, car 2800 ans est divisible par 4. C'est la durée d'une Olympiade. Or, 2800 divisé par 4 donne exactement 700 tourons, ce qui signifie que nous sommes exactement aujourd'hui dans la 4e et dernière année de la 700e Olympiade. Autrement dit, nous fêtons en 2024 le 7e centenaire des Olympiades, entendu au sens des périodes de 4 ans qui suivaient les JO anciens. Le premier de ces centenaires eut lieu, comme vous le voyez, en 377 avant Jésus-Christ, 400 ans après 776. Mais comme nous comptabilisons dans la chronologie universelle 2 années successives appelées an 1, l'an 1 avant Jésus-Christ et l'an 1 après Jésus-Christ, le chiffre de l'année olympique est passé, après Jésus-Christ, d'une année paire sur une année impaire. Il y eut des JO en 4 avant Jésus-Christ, mais il passe ensuite en 1, 5, 9, etc. Nos années terminées en 4 sont donc devenues les dernières d'une Olympiade, de décennies paires, 4, 24, 44, etc. Fêter le 7e centenaire des Olympiades, c'est donc fêter quelque chose qui ne s'est produit que 6 fois avant nous. En 377 avant Jésus-Christ, en 24, en 424, en 824, en 1224, en 1624. Je ne crois pas que beaucoup de gens s'en soient rendus compte, même en 1624, quand Richelieu réintègre le conseil de Louis XIII aux grandes dames de Marie de Médicis. Mesurons donc la chance que nous avons,
car cette occasion ne se reproduira qu'en 2424. Je déclare donc ouvert le 148e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques en ce 28e anniversaire du centenaire de l'enregistrement du nom des vainqueurs de la course du stade aux Jeux Olympiques en cette année 2024 après Jésus-Christ, la 4e et dernière année de la 700e Olympiade. Merci. Bonjour à tous. C'est un honneur, un privilège et aussi un plaisir de donner cette conférence inaugurale du 148e congrès du CTHS, consacré à corps, sport et jeux. Gageons qu'il ne faudra pas attendre 148 congrès supplémentaires ou les 4e Jeux de Paris, hypothétiques, pour que votre institution presque bicentenaire s'empare à nouveau d'un sujet qui pèse d'un si grand poids dans nos économies contemporaines, dans nos sociétés, mais aussi dans nos imaginaires. Comme c'était déjà le cas dans l'Antiquité gréco-romaine, et en particulier dans la civilisation grecque, que l'on a volontiers caractérisée comme agonistique. Mais de même que Thucydide n'est pas un collègue, le sport grec n'est pas un ancêtre du sport moderne. Néanmoins, il n'y a plus personne pour nier que l'on peut parler de sport grec, ni pour contester l'intérêt d'étudier le sport grec selon des approches comparatistes, y compris avec le sport moderne. Donc le sujet choisi, les palmarès athlétiques grecs à la lumière du sport moderne. Alors, je vois que la diapositive... Ah oui, voilà, je comprends le fonctionnement. Ouais, moi, je viens de comprendre comment ça fonctionnait. C'est pas identique à chez moi. Excusez-moi. Le sujet choisi tentera de vous démontrer l'intérêt de connaître le sport occidental, grosso modo depuis la recréation des Jeux olympiques modernes à la fin du XIXe siècle, pour éclairer en type de texte particulier les palmarès. Les palmarès, ce sont les bilans provisoires ou définitifs d'une carrière d'un sportif. Ça peut être aussi dans l'Antiquité grecque en artiste ou en propriétaire de chevaux, mais je n'évoquerai que les sportifs. Une carrière dans les concours grecs, que Jean-Yves Carrez-Marattret vous a déjà défini. Ces palmarès ne sont pas partagés par toutes les civilisations qui ont des sports. Mais ils ont pris une place majeure dans l'Antiquité grecque, comme dans notre sport moderne. Mais aujourd'hui, à cause de l'informatique et d'Internet, les données chiffrées ont pris dans le sport des formes quasiment hypertrophiées, à travers des statistiques de plus en plus fines, de plus en plus nombreuses, quasiment pléthoriques. Il n'y a pas d'édition du quotidien L'Équipe qui ne développe des chiffres records du jour. Il y a 2 jours, c'était l'avance de Pogacar dans le Tour d'Italie, au bout de 2 semaines, ou encore le record d'invincibilité du club de foot de Leverkusen dans le championnat de foot allemand, ou, pour finir, le score inédit, moins 21, du récent vainqueur du tournoi du Grand Chelem de golf dimanche dernier. À l'époque du seul quotidien papier, les palmarès n'apparaissaient généralement que comme des encadrés, sélectifs, courts. Or aujourd'hui, il suffit désormais de quelques clics pour s'abreuver de performances remarquables, ou juste insolites quelquefois, ou de détails de n'importe quel palmarès de joueurs ou joueuses de tennis. Ce qui va jusqu'au score exact des confrontations avec ses adversaires sur les 20, 30 ou 40 dernières années. Il y a 20 ans, on se serait contenté d'un bilan synthétique de quelques lignes. À dire vrai, les palmarès sur papier sont de moins en moins courants à cause de l'informatique. Et jamais l'époque contemporaine n'a connu le genre codifié du palmarès gravé sur les bases de statuts, comme c'est le cas dans l'Antiquité grecque. Avant d'en arriver à ce genre épigraphique, il faut commencer par rappeler les différences importantes entre sport grec et sport moderne. D'un côté, dans le sport grec, un recours très faible à la technologie, limité en réalité à la réalisation de l'équité au départ des courses hippiques ou des courses à pied. De l'autre, dans le sport moderne, un recours croissant en réalité à toutes les améliorations technologiques possibles. En fait, est-ce que mon micro fonctionne? Oui, parce que je n'ai pas de retour.
Excusez-moi. Ici, vous avez la piste Parme, il paraît que c'est la couleur officielle, du Stade de France, à 20 minutes d'ici, qui, paraît-il, sera révolutionnaire. Alors que la piste d'Olympie n'a jamais été qu'une surface de terre battue pendant 11 siècles. Deuxième grande différence, chez les Grecs, il n'y a pas de catégorie de poids dans les sports de combat, la lutte, la boxe, le pancrace. Alors qu'aujourd'hui, les catégories de poids sont très nombreuses et séparent les différentes catégories par quelques kilos seulement, 3 à 5 kilos généralement. Cela reviendrait dans l'Antiquité grecque à se faire affronter, par exemple dans la boxe, Tyson Fury, même si j'ai pas mal pris mon exemple puisqu'il vient d'être battu dimanche dernier dans le championnat du monde, Tyson Fury, à gauche, 2,6 m, 126 kg, et Naoya Inoue, le japonais, 1,65 m, 55 kg. Inconcevable dans le sport moderne. Ou encore, autre affrontement possible dans le sport antique, Tadahiro Nomura, 1,64 m, 60 kg, contre notre vedette, Teddy Riner, 2,4 m, 140 kg au minimum. Évidemment, impossible pour le petit gabarit de l'emporter ou quasiment impossible pour le petit gabarit de l'emporter contre de tels phénomènes physiques. Même si, en l'occurrence, dans le sport moderne, ce sont les deux petits, ici, qui ont le plus grand palmarès. Troisième point, il y a peu de catégories d'âge dans le sport antique, notamment et surtout à Olympie. Donc, dans le concours olympique, les Olympias, il n'y a que deux catégories. Les Paides, les moins de 18 ans, les Andres, plus de 18 ans. Alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de catégories, de plus en plus fines et de plus en plus normées. Je vous donne celle de l'athlétisme, et encore, je vous passe celles qui sont inférieures à 10 ans. Autre point, en Grèce, nos places d'honneur, qui attribuent les médailles d'argent, les médailles de bronze, n'ont pas ou très peu de valeur. Seule compte la victoire, en particulier dans les plus grands concours, où n'est offert en récompense, généralement, qu'une couronne de feuillage. La fameuse couronne d'olivier des Olympias, celle des lauriers au Pythia de Delphes, celle de couronne de pin ou d'âche, d'ailleurs, aux Isthmias de Corinthe, et l'âche, encore une fois, aux Néméas d'Argos ou de Némée, suivant les époques. Peu importe ici. Autre point, sauf de manière tout à fait marginale à l'époque impériale ou dans des compétitions tout à fait particulières, tous les athlètes sont des hommes. On ne compte à ce jour qu'un seul palmarès féminin, plus exactement 3 palmarès de sœurs au 1er siècle après Jésus-Christ. Et il y a un texte inédit en Turquie qui est un nouveau palmarès de femmes, mais c'est 2 textes donc sur plusieurs centaines conservés sur la pierre. Autre grande différence, le sport antique est un sport sans enregistrement des mesures et des temps. Donc, il ne nous est parvenu quasiment aucune performance accomplie dans l'Antiquité grecque, à quelques exceptions près. Enfin, je rappelle un point important, même s'il ne jouera aucun rôle ici, c'est la nudité des athlètes grecs, qui est inconnue, évidemment, dans le sport moderne. Ajoutons enfin que les concours du stade, qui sont dits gymniques, comme il a été dit, parce que pratiqués nus, et ceux aussi de l'hippodrome, dont je ne parlerai pas, sont restés conservateurs dans l'ensemble. Il n'y a pas d'épreuve nouvelle introduite à Olympie après 200 avant Jésus-Christ, soit plus de 6 siècles avant la fin des concours olympiques. Il faut toutefois renoncer à l'idée encore trop répandue d'un monde sportif grec immobile, de concours qui seraient sclérosés. Les changements simplement sont lents, d'un rythme irrégulier, mais bien réels. Et l'un des défis des études agonistiques grecques à venir est assurément l'affinement de la périodisation de ces mutations. J'ai déjà plaidé plusieurs fois pour une rupture vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, en particulier sous l'influence de l'empereur Domitien, qui crée le premier concours grec à Rome, qui s'appelle les Capitolia, en l'honneur de Zeus Capitolin. Jusque-là, le sport grec, malgré l'abondance
des compétitions à rayonnement local, régional ou panhellénique, comme aujourd'hui, il y a des tournois locaux de tennis, des tournois régionaux et ainsi de suite, jusqu'au tournoi du Grand Chelem. Malgré cette abondance, le sport grec reste, pendant des siècles, un sport de concurrence basse, peu élevée, où la spécialisation reste limitée. J'entends par là qu'un athlète doué et entraîné peut, sans la très haute intensité d'entraînement d'aujourd'hui, qui est incroyable, dominer complètement une discipline, et même l'emporter dans des disciplines dans lesquelles il n'est pas spécialement spécialisé. Sauf dans les plus grands concours grecs, comme les Olympias. Mais ailleurs, la différence entre une toute petite minorité de grands athlètes et les autres était importante. On retrouve cette particularité dans les premiers Jeux olympiques modernes. Certains athlètes l'emportaient facilement dans toutes les distances courtes, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, voire même sur les haies, ce qui est inconcevable aujourd'hui. On voyait le sauteur en hauteur remporter le saut en longueur, là aussi, qui serait un exploit tout à fait extraordinaire de nos jours. De la période archaïque jusqu'au moins à la fin de l'époque hellénistique, donc du VIe siècle, pour ce qui nous concerne, du VIe siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ. Des Grecs ont fait le choix de consacrer une partie de leur vie de citoyen à une carrière agonistique, une carrière pour remporter des couronnes dans les concours. Il existe certes pour eux un circuit de concours, comme aujourd'hui il existe en calendrier des grandes compétitions dans tous les sports modernes. Ce circuit est réparti sur les 4 années d'une Olympiade, cette fameuse Olympiade qui vient d'être joliment évoquée. Mais ce circuit est d'une densité faible, avec une organisation rudimentaire, une hiérarchie beaucoup moins rigide qu'on ne l'a longtemps pensé, et une participation très réduite. Ce n'est que sous la Pax Romana, et en particulier sous l'influence impériale, que se met en place un circuit strictement organisé, contrôlé par le pouvoir, et hiérarchisé pratiquement au même niveau qu'aujourd'hui, par exemple les tournois de tennis ATP et WTA ou les compétitions d'athlétisme. Même si l'on peut penser, on le verra, que la participation au plus grand concours s'élargit alors, elle reste assurément restreinte. À cause des contraintes économiques, il faut de l'argent pour participer au concours, contraintes économiques qui favorisent donc les élites sociales. Ensuite, à cause d'une idéologie qui exclut l'idée d'une simple participation, sans visée de victoire. L'essentiel est bien de gagner, non de participer. Enfin, à cause des difficultés et de la lenteur des transports, ce qu'on comprend bien. Les études sociologiques sur les athlètes sont certainement vouées à être décevantes. Elles ont montré, et montreront toujours sans peine, la place des notables dans la participation aux grands concours grecs. Pour les autres, on ignore, et on ignorera probablement toujours, leur origine sociale. Je reste pour ma part assez persuadé que les athlètes qui participent aux grands concours, Olympia, Pythia et plusieurs dizaines d'autres, comme on verra, restent proches des gentlemen amateurs anglo-saxons de la fin du XIXe siècle. La question est certes plus délicate à trancher pour le 2e ou le 3e siècle après Jésus-Christ, comme on le verra, parce que la professionnalisation progresse clairement. Cette mise au point est nécessaire pour aborder les palmarès athlétiques sur une période aussi longue que celle qui nous concerne. Voici juste une mise en perspective de la durée des concours grecs face à la brièveté, pour l'instant, de nos Jeux olympiques modernes. 33 célébrations, la 33e est encore fictive, si j'ose dire, puisqu'il y en a certaines qui n'ont pas eu lieu, face à plus d'un millénaire de concours grecs et plus d'un millénaire d'organisation des Olympias à Élis. C'est une période extrêmement longue qui, pour les palmarès, n'englobe pas toute cette période, puisque vous avez le premier palmarès aux alentours du début du 5e siècle avant Jésus-Christ, et pour l'essentiel, les palmarès disparaissent au 3e siècle après Jésus-Christ. Mais on a quand même affaire à 8 siècles d'histoire. Le palmarès est comme genre textuel une invention de la Grèce classique. Il n'est pas né avec l'organisation des grands concours. Les Olympias, dont je vous ai déjà parlé, donc les Olympias sont le véritable nom des 10 Jeux olympiques antiques,
Les Pythia de Delphes, donc quadriennaux comme les Olympias, et puis les Isthmias de Corinthe et les Néméas d'Argos, qui ont lieu tous les 2 ans. Le premier palmarès est postérieur de plusieurs décennies au développement de ces concours. Les palmarès apparaissent en fait au même moment. D'une part dans la poésie de Simonide et Pindare, donc début du 5e siècle avant Jésus-Christ, et d'autre part sur les bases de statues en bronze, dont on a pu dire justement qu'elles étaient les concurrentes immobiles des épinicies chantées pour les vainqueurs, alors que les épinicies, Pindare le rappelle bien, elles peuvent voyager au loin, contrairement aux statues. Mais le palmarès de quelques vers insérés dans une ode triomphale n'a pas perduré. L'épinicie comme genre n'a pas perduré. Alors que le palmarès gravé dans la pierre ou le bronze est un phénomène persistant pendant plusieurs siècles, 8 siècles, je vous l'ai dit, quasiment de manière continue du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e après. On a un exemple isolé au 4e siècle, mais c'est tout. Et le palmarès se retrouve à peu près dans toutes les régions qui ont gravé des textes sur la pierre ou sur le bronze, à quelques exceptions près. Vous avez à gauche l'un des exemples le plus anciens, donc dans la première moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ, voire le premier quart, très probablement, en tout petit texte d'une dizaine de lignes, qui est très bref, comme la plupart des premiers palmarès conservés. Dans l'ensemble, la production de palmarès gravés suit les évolutions générales de la production d'inscriptions. Donc, la production maximale de palmarès se situe sous l'Empire romain, sous les Antonins et les Sévères, au second siècle de notre ère. C'est la période qui est, à mes yeux, l'apogée des concours grecs. Il faut renoncer à l'idée que l'apogée des Olympiades et des concours grecs était à l'époque classique. C'est en athénocentrisme ou en olympocentrisme qui n'a plus lieu d'être. Sous les Antonins et les Sévères, c'est l'acmé en termes de nombre, des centaines de concours grecs, en termes de poids économique et en termes d'extension géographique, depuis Carthage et la Gaule jusqu'à la Syrie et l'Arabie romaine. Cette situation vient évidemment de la prospérité du monde romain. À l'inverse, quand les conditions économiques sont défavorables, il y a moins de concours, il y a moins d'honneurs octroyés aux vainqueurs et donc moins de palmarès également. Il reste encore une fois que c'est une histoire extraordinairement longue par rapport à celle des Jeux olympiques modernes. En tant que genre épigraphique, en tant que type de texte, le palmarès athlétique grec n'est pas du tout figé. Il y en a de différentes sortes et son style évolue à travers les siècles. On trouve dès le 5e siècle des textes longs, comme celui de Damandon de Sparte, ici à droite, qui est un propriétaire de chevaux, mais qui a aussi accompli des exploits à la course à pied, et qui le fait et qui donc en rend compte sur plusieurs dizaines de lignes dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Les Grecs ont décliné toutes les formes possibles du palmarès dans sa présentation formelle, comme dans son organisation interne ou ses ressorts rhétoriques. Le palmarès peut être en prose, mais aussi en vers, comme ici dans un exemple célèbre, puisque c'est l'épigramme qui est en palmarès, qui décrit, non pas qui décrit, mais qui caractérise la statue d'Agias de Pharsale à Delphes. Agias de Pharsale étant pancratiaste, on verra tout à l'heure de quoi il s'agit, et son palmarès, qui est gravé vers 300 ans, décrit en fait sa carrière qui est bien antérieure d'environ 150 ans, et donc c'est un palmarès en vers. Je vous le montre aussi parce que c'est l'un des très rares cas, il n'y en a que 3 en fait. On a conservé la statue qui va avec le palmarès. Ici, la statue d'ailleurs nous indique simplement que c'est un athlète à cause de la nudité athlétique, mais elle ne nous indique pas la spécialité. Agias pourrait être tout à fait autre chose qu'en pancratiaste, à part peut-être sur quelques détails assez peu significatifs. Selon les époques, on a aussi préféré représenter les palmarès sous forme de listes. On comprend ça tout de suite, hein, c'est ce qu'on fait le plus souvent encore aujourd'hui.
Liste en une ou plusieurs colonnes. En une colonne à gauche, je signale que la référence Mémoire de champion est tout simplement la référence à mon ouvrage, dont la couverture est là, non pas pour en faire la publicité pour que vous les achetiez, puisqu'il est tout simplement disponible gratuitement sur Open Edition, donc très facile d'accès. Mais je vais reprendre à chaque fois, quand je peux la donner, je donne la référence à cet ouvrage. À droite, vous avez le palmarès de Callistratos de Sinon sur 2 colonnes, à une époque tout à fait différente. Les palmarès sont séparés de 500 ans. D'autres fois, on préfère en texte qui se déroulent de manière continue, comme ici, notamment sur les textes les plus longs et les plus détaillés. Du coup, ce texte est très peu caractéristique. Si vous le voyez ainsi, vous ne savez pas que c'est en palmarès. Hein. Il faut le lire pour comprendre de quoi il s'agit. Mais il faut toujours penser que nous n'avons pas la statue. Les gens savaient très bien que c'était en palmarès puisqu'il y avait au-dessus une statue d'athlète qui, généralement, en plus, était facilement reconnaissable dans sa spécialité même. Ces inventaires peuvent être complets, exhaustifs, sélectifs, partiels, comme encore aujourd'hui. Il arrive même que ce soit des synthèses abruptes, comme par exemple dans ce palmarès d'un artiste. Alors je ne parle pas des artistes, mais la rhétorique des palmarès d'artistes est la même que celle des sportifs. Artiste qui dit qu'il a été couronné dans tous les concours sacrés de l'œcumène, depuis les Capitolia jusqu'à Antioche de Syrie, c'est-à-dire les Capitolia de Rome, que j'ai évoqué tout à l'heure, fondé par Domitien, le plus important des concours de l'Occident romain, jusqu'à Antioche, qui, je le rappelle, a célébré des Olympias jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ. Alors l'expression est peut-être hyperbolique, mais cette expression classait d'emblée le personnage dans les très grands champions de son époque. Enfin, le palmarès se donne parfois à voir. Du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, des bases de statues ou des monuments funéraires ont représenté les victoires au moyen de reliefs, qui représentent de manière stylisée ou plus réaliste les récompenses offertes aux vainqueurs, le plus souvent des couronnes végétales, que l'on retrouve parfois. Je vois que en fait, j'ai interverti deux diapositives parce que voilà, en exemple de couronne végétale, c'est la base de Ménodoros d'Athènes à Délos qui vient de bénéficier d'une anastylose et d'une tentative de reconstitution que vous voyez tout à fait à gauche. Alors oubliez peut-être le palmier qui me paraît très très aventureux, mais ça vous donne une idée de ce que pouvait être en palmarès à couronne, où tout de suite, d'emblée, on reconnaît de quoi il s'agit, et qui est en fait aussi beaucoup plus simple d'accès et de lecture, évidemment, pour la plupart des gens. Voici la photo de l'état actuel de la base. Alors, quelquefois, ces reliefs prennent un tour beaucoup plus réaliste, comme je l'ai dit, comme cette remarquable représentation à Corinthe à gauche, ou encore, encore plus intéressante, la couronne d'Hélicryse offerte au Chrysanthina de Sardes, Chrysanthina signifiant le concours aux fleurs d'or, donc c'est parfaitement adapté avec ces fleurs jaunes d'Hélicryse, qui correspondent tout à fait au titre du concours. À partir du milieu du IIe siècle de notre ère, ces couronnes peuvent être aussi dans style différent. Ce sont ce qu'on appelle des couronnes agonistiques métalliques monumentales. Ce sont des couronnes d'une forme un peu indéterminée, je dois dire, c'est très difficile de trouver un terme entre panier, urne, cylindre. En tous les cas, ce sont des couronnes faites de métal, qui ne sont pas nécessairement faites pour être portées, comme on le voit sur la mosaïque à droite, la mosaïque de Batten-Zamour, où le vainqueur en fait la porte visiblement grâce à un axe situé à l'intérieur du cylindre. Donc ce sont plutôt des trophées à la manière de nos trophées de tennis ou de golf. Et il est peu probable que le vainqueur partait avec. C'était un symbole de victoire, mais je ne pense pas, honnêtement, qu'il partait avec dans sa patrie.
À travers ce palmarès à couronne monumentale, le palmarès grec atteint là sa forme spécifique la plus aboutie, puisque les objets sculptés, comme on peut le voir dans les cas à gauche, ici, désignent immédiatement, sans aucune ambiguïté, le monument comme en palmarès de champion. Alors que les couronnes végétales avaient encore une ambiguïté, puisqu'elles pouvaient être utilisées pour d'autres types de textes. Hasard de l'histoire, ce type de palmarès est aussi chronologiquement l'un des ultimes avatars du genre palmarès, puisqu'il n'a existé grosso modo qu'en siècle, déjà une belle durée néanmoins, mais il disparaît peu de temps avant que les dites invasions barbares du IIIe siècle ne donnent un coup d'arrêt quasi définitif à la production de palmarès gravés. Le palmarès est un genre codifié. Sous l'Empire, il évolue probablement davantage que dans les 5 siècles précédents. Il y a des modes dans la structure, dans les formules utilisées, qui permettent de dater aujourd'hui avec une précision importante la plupart des palmarès, quelquefois simplement grâce à la formule finale ou la formule introductive. Comme de nos jours, les palmarès peuvent être classés selon 2 critères variés, selon la hiérarchie des concours, on met les Olympiens en tête, dans l'ordre chronologique des succès, selon le nombre des plus grandes victoires, comme aujourd'hui, on commencerait forcément le palmarès de Nadal par ses 14 victoires à Roland-Garros, on ne commencerait pas par les 2 victoires à l'Open d'Australie, ou selon une logique qui mêle hiérarchie, on met les plus importants avant, et la géographie. Ceci s'explique par l'organisation géographique des concours à l'époque impériale, selon les contraintes climatiques et géographiques, pour favoriser le déplacement des concurrents. Les concours les plus importants ont lieu tous les 4 ans ou tous les 2 ans. Donc, il y a des années où l'on va le plus loin, je dirais, dans les parties les plus éloignées du monde grec agonistique, j'entends. Hein, j'entends pas tout l'Empire romain ici, mais évidemment, il y a une année, et une année seulement, où on va en Italie, à Rome, à Naples, à Puzzole, et il n'y a qu'une année où on va dans les contrées lointaines de l'Égypte ou de la Syrie, en allant en Égypte en hiver, plutôt qu'en été. En revanche, dans le monde grec ancien et en Asie mineure, on y va périodiquement, mais en regroupant, encore une fois, les concours pour que les athlètes et les artistes et les propriétaires de chevaux aient le moins de distance possible à parcourir. Au-delà des succès mentionnés dans les palmarès, ceux-ci ont de plus en plus enregistré les performances majeures de leurs titulaires. Je rappelle, le sport grec n'enregistre pas les mesures, les distances, oui, n'enregistre pas le temps des courses ou les mesures des sauts et des lancers. Donc tous les records se déclinent à travers les chiffres des victoires. Alors, on peut mettre en avant des victoires consécutives, comme l'équipe l'a fait il y a 2 jours, en rappelant que c'était la première fois depuis 11 ans qu'une tenniswoman remportait successivement le tournoi de Madrid et de Rome. Dans l'Antiquité, il y avait des exploits tout à fait du même type et enregistrés de la même manière. On peut aussi rappeler une série consécutive dans un même concours. Comme aujourd'hui, on va faire une différence parmi les vainqueurs, les cyclistes qui ont remporté 5 Tours de France. Il y en a qui l'ont remporté, il y en a un seul qui l'a remporté de manière consécutive, et tous les autres ont échoué l'une ou l'autre fois dans leur série de succès au Tour de France. Ce qui fait une différence de hiérarchie, éventuellement, à l'intérieur de ces sportifs. Et quand on estime que les victoires seules ne suffisent pas à chanter la gloire d'un champion, à célébrer la gloire d'un champion, on est allé plus loin dans la recherche d'exploits. Par exemple, en palmarès de 260 de notre ère, précise que son titulaire a fait match nul, même pas une victoire, fait match nul à la boxe avec la star du moment. C'était tout de même un objet de gloire. Ces palmarès sont donc riches en informations. Et je vais parcourir les disciplines du stade, célébrées dans le stade, les disciplines gymniques, dans l'ordre où elles se déroulaient à Olympie, pour vous montrer qu'un détour par le sport moderne permet parfois de progresser dans la compréhension des palmarès. Pour des raisons pratiques, à Olympie, les épreuves gymniques commençaient par le pentathlon.
parce que ça pouvait durer relativement longtemps et que ça abîmait la piste. Le pentathlon moderne le pentathlon, est la seule épreuve combinée de l'Antiquité et combine une course du stade, un peu moins de 200 mètres, le disque, le javelot, le saut en longueur et la lutte. Vous voyez ici la base qui a honoré un pentathlonien mort à Éphèse à 24 ans. La base a été érigée par un collègue pentathlonien à la retraite, mais qui s'occupait à ce moment-là de l'organisation d'un concours à Éphèse. Grâce aux détails tout à fait singuliers qui sont précisés dans ce texte, on peut reconstituer la carrière de l'athlète dans des détails qu'on a pour quasiment aucun athlète dans l'Antiquité. On sait par exemple qu'il a commencé extrêmement tôt sa carrière, vers 11-12 ans. C'était un âge évidemment estimé, mais à partir du moment où on a estimé que son âge était 11 ans, il avait 11 ans, 12 ans, etc. Ensuite, on ne change plus, évidemment. Il a commencé sa carrière très tôt et a participé à de très grands concours grecs dès avant ses 18 ans. Mais ses plus grands succès se placent au début de sa carrière parmi les plus âgés, où il remporte véritablement, où il accomplit des exploits tout à fait remarquables. On sait par le palmarès qu'il a notamment vaincu aux Olympiades d'Athènes. Vous voyez ici, les Olympiades d'Athènes étaient un des concours fondés par Hadrien à Athènes, l'un des nombreux concours fondés par Hadrien à Athènes. On est donc dans les années paires divisibles par 4 sous notre ère, ce qui, comme il a déjà été expliqué, ce qui, sous l'Empire romain, est une année pré-olympique. Une année pré-olympique, c'est comme dans le sport moderne, c'est moins important souvent que les autres années. Les compétitions sont moins prestigieuses et on prend moins de risques également dans son programme sportif. Mais on sait que l'année précédente, ce pentathlonien avait remporté tous les principaux concours, quasiment, à une exception près. C'est donc le meilleur pentathlonien probablement de son époque. Le voici à Athènes, donc aux Olympiades, dans le stade panathénaïque, construit en marbre par Hérode Atticus quelques décennies auparavant, et qui a été reconstruit donc plus ou moins à l'identique en 1896. Vous le voyez ici, avec ici la sortie du tunnel dont je vais vous parler à l'instant. Parce que ce tunnel menait en réalité du vestiaire, en quelque sorte, c'est l'apoditérion en grec, vers la piste. Ce plan est insuffisant parce qu'en réalité, le tunnel allait au-delà de la colline. Et au XVIIIe siècle, on voyait encore l'accès qui permettait donc de traverser sous la colline et les gradins en marbre pour aboutir sur la piste. C'était un des éléments de spectacularisation des stades grecs. Il y a eu très peu, comme dit, de modifications dans les stades grecs, mais à un moment donné, on a introduit ces tunnels d'accès qui rendaient évidemment la survenue des athlètes dans le stade beaucoup plus spectaculaire. On sait qu'aux Olympiades d'Athènes, quand le héros a appelé les concurrents pour le pentathlon, notre pentathlonien est arrivé seul sur la piste. Les autres avaient renoncé, soit au vestiaire, soit dans le tunnel, on ne sait pas, mais les autres avaient renoncé. Or, pour l'Antiquité, c'est un exploit majeur, parce qu'on a montré une telle supériorité que les adversaires ne veulent même plus concourir contre vous. Imaginez Roland-Garros, 15 000 spectateurs dans le court central, et un seul des finalistes qui arrive sur le stade. Tout le monde est déçu, c'est totalement inconcevable. Alors que là, les spectateurs, je pense, avaient une conscience tout à fait claire qu'ils assistaient à un véritable exploit et qu'ils se souviendront de ce moment comme un exploit. Ce qui m'intéresse davantage, parce que ça exige un détour par le décathlon moderne, c'est l'exploit qui suit. On voit donc que c'est vraiment une star et vraiment le plus grand pentathlonien de son époque. Après les Olympiades, notre pentathlonien a remporté
les concours de Macédoine en restant invaincu au disque, au javelot et à la lutte, ou à la course. On verra laquelle des deux épreuves. Le grec dit qu'il est resté invaincu dans cette troisième épreuve. Le grec dit aleiptos, c'est-à-dire qu'il n'a rien cédé, qu'il n'a pas cédé de distance, de terrain en réalité. Donc c'est originellement en termes de la course. C'est celui qui l'a emporté parce que justement tout le monde était derrière lui. On peut penser que ces trois épreuves, disque, javelot et la troisième, sont mentionnées dans l'ordre où elles se déroulaient. Première conclusion, de toute manière, dans tous les cas, le pentathlonien a remporté tous les concours de Macédoine auxquels il a participé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de table de cotation dans l'Antiquité grecque. Pour remporter le pentathlon, 5 épreuves, il fallait, au minimum, dans certains cas, remporter 3 épreuves. Si vous remportiez 3 épreuves, vous remportiez le pentathlon parce que personne d'autre ne pouvait remporter plus d'épreuves que vous. Avec 3, il ne reste que 2 autres épreuves. Donc si vous avez été invaincu dans 3 épreuves dans les concours de Macédoine, c'est qu'à chaque fois, vous l'avez emporté. Seconde conclusion, c'est quel est le nom de l'épreuve où il est aleiptos, invaincu. Les premiers commentateurs ont pensé à la course, puisque je vous ai dit, aleiptos vient du domaine de la course. Ce qui serait en enseignement important, parce que ça nous dirait que la course a lieu après le disque et le javelot. Bon. À dire vrai, les dernières décennies d'épreuves combinées de notre décathlon à nous, et je pourrais faire la même démonstration avec l'heptathlon féminin, plaident nettement pour une autre épreuve, à savoir la lutte. Pourquoi ? Parce que si ce champion est resté invincible pendant tous les concours de Macédoine, donc plusieurs, on ne sait pas exactement combien, c'est que cette spécialité-là, cette troisième spécialité-là, était vraiment en point fort du pentathlonien. Or, on sait que ceux qui performent dans le sprint et le saut sont moins bons dans les lancers et inversement. Les anciens en avaient déjà une conscience bien précise. Ils distinguaient les épreuves légères, dont faisaient partie le sprint et le saut, et les épreuves lourdes, qui incluaient la lutte et les lancers. L'examen des meilleurs décathloniens des dernières décennies est de ce point de vue-là à peu près sans appel. Voici le rang des plus grands décathloniens. J'en avais pris les 99 meilleurs performeurs sur le 100 mètres et sur le javelot. Alors, le chiffre qui est juste avant le nom désigne leur rang actuel dans les meilleurs performeurs. Donc, Cocorico, le seul qu'on pourra faire ici, c'est qu'évidemment, le recordman du monde est français, et vous avez Kevin Mayer à droite en numéro 1. C'est sans appel. Les meilleurs au 100 mètres sont médiocres, on va dire, ils ne sont même pas mauvais, mais ils sont médiocres au javelot. La plupart se situent entre la 45e et la 87e place au javelot. Si on fait le raisonnement inverse, c'est encore pire. Vous avez pour les meilleurs lanceurs de javelot en classement qui, à l'exception justement de Dvorak et Marière, qu'il faut dire étaient les détenteurs du record du monde, ce sont de très mauvais coureurs de 100 mètres. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais pour trouver des exceptions, il faut revenir au premier temps de l'athlétisme, à des périodes justement de moins grande concurrence, de moins grande intensité de l'entraînement. Par exemple, Jim Thorpe, champion olympique en 1912 au décathlon, l'une des premières stars de l'athlétisme, excellait pour son époque, j'entends bien, aussi bien au disque qu'en longueur, au sprint et même dans les courses de demi-fond. Mais il a vécu la période de l'athlétisme balbutiant, qui lui permettait de vaincre, apparemment, sans pratiquement s'entraîner dans certaines disciplines. Notre champion Maura Hifez vit dans un système tout différent. C'est un système qui le fait participer toute l'année à des compétitions, qui regroupe des athlètes professionnels comme lui, qui s'entraînent avec lui. Ce sont des athlètes en fait à plein temps, quasiment depuis l'enfance. On a vu, il a commencé sa carrière professionnelle, entre guillemets, vers 11-12 ans.
en texte contemporain, nous dit qu'il y avait 87 inscrits dans le pentathlon au Sébasta de Naples, en concours majeur de l'époque impériale, qui est fait sur le modèle des Olympiens. Un chiffre considérable qui est à comparer aux quelques, souvent à la poignée de concurrents de l'époque classique. Quand on a des chiffres, on sait qu'il y avait entre 5 et 10 participants aux Olympiades du 5e siècle avant Jésus-Christ. Je crois donc que la situation de concurrence entre les athlètes au IIe siècle après Jésus-Christ, à l'époque de notre pentathlonien, est plus proche de celle de notre sport moderne, sans être équivalente, évidemment. Donc je pense que notre pentathlonien était plutôt fort dans la lutte. Il était moins bon coureur que lutteur. Le jour principal des épreuves gymniques à Olympie commençait avec la seule course de fond, le dolikos. Une course à peu près de longueur variable, mais à Olympie, c'est à peu près 4000 mètres. Voici l'unique fragment subsistant du palmarès dans mon athlète originaire d'une toute petite cité d'Asie mineure, en Carie, qui s'appelle Kéramos. Kéramos n'a, pour autant qu'on le sache, aucune tradition athlétique. Kéramos n'a organisé aucun grand concours, aucune grande compétition qui ait mérité d'être citée par les sources antiques. Polythès, de Kéramos, est le seul athlète de Kéramos que nous connaissions. L'un des seuls citoyens connus en dehors de sa patrie et le seul individu de Kéramos connu par la littérature. Donc c'est vraiment une situation tout à fait particulière. Ce sont les textes littéraires d'ailleurs qui nous disent que en 69 après Jésus-Christ, Polythès de Kéramos a accompli un exploit tout à fait extraordinaire. Le même jour, à Olympie, le plus grand des concours, il a vaincu d'abord dans le dolikos la course longue, puis ensuite dans les deux courses de sprint, le stadion, et le diolos. Dans cet ordre, comme le précise Pausanias, qui est beaucoup plus dur évidemment, puisque si vous avez déjà fait une course de fond, théoriquement vous êtes très fatigué et c'est beaucoup plus difficile d'enchaîner les courses. Il ajoute même que Polythès a couru 4 fois et a remporté 4 courses. Pourquoi ? Parce que, même si le passage est corrompu, il y a eu visiblement une série avant la finale du stadion. Donc, effectivement, il a couru dolikos, série du stadion, finale du stadion et diolos. Et pourtant, il l'a remporté. Certes, il y avait une légère interruption entre ces courses, parce que après son dolikos, il y avait le stadion des Paides, les moins de 18 ans, donc une petite interruption, et pareillement, après le stadion, après le stadion, l'épreuve du diolos des Paides. Mais c'est une interruption de quelques minutes. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec les 2 heures qui ont séparé le 5000 mètres et le 10 000 mètres victorieux de Paavo Nurmi en 1924, ici à Paris. Autre exploit pourtant hors du commun. Cette performance surréaliste, elle, n'a pas de parallèle dans le sport moderne. On ne peut pas en trouver, quasiment. Il faut revenir là encore aux Jeux, par exemple, aux Jeux de Paris 1900, où vous avez un Américain, George Horton, qui remporte le 3000 mètres steeple et qui remporte une médaille de bronze aux 400 mètres haies. Donc une épreuve longue, une épreuve courte. Mais il n'a même pas remporté le 400 mètres haies. Il n'a été que médaille de bronze. Certes, on peut imaginer qu'un coureur de demi-fond qui participerait à une compétition modeste pourrait l'emporter dans le sprint. C'est tout à fait envisageable dans l'Antiquité comme de nos jours. Mais justement, ce palmarès montre que Polythès était un spécialiste du sprint. Il remporte, d'ailleurs quelquefois, il fait le doublé, stadion, diolos. Donc c'est un très bon spécialiste du sprint. Il n'y a que chez les jeunes, que dans les catégories de jeunes, que l'on rencontre des exploits comparables. Et encore, dans l'Antiquité, des coureurs se sont illustrés dans le sprint et dans la course de demi-fond ou de fond chez les plus jeunes, mais ils ne remportent même pas la victoire le même jour. Donc, les victoires de Polythès sont un unicum singulier, quelque chose de quasiment incompréhensible et sans parallèle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne peux imaginer qu'une chose, c'est que les circonstances de 69 après Jésus-Christ aient été tout à fait exceptionnelles. La concurrence a peut-être été beaucoup plus médiocre que d'habitude. Ce n'est pas une hypothèse fantaisiste.
Ça doit rester une hypothèse. Rappelons que les Olympiades de 65 avaient été déplacées en 67 à la demande de Néron. Et ces Olympiades de 67 avaient donné lieu à une sorte de mascarade à la gloire de Néron. À la mort de l'empereur, l'Olympiade a été purement et simplement effacée des tablettes. Par ailleurs, les règnes de Claude et de Néron sont marqués par des difficultés économiques importantes en Grèce. Et pour les Olympiades de 41 après Jésus-Christ à 69 après Jésus-Christ, on ne connaît quasiment aucun vainqueur en dehors des vainqueurs du stade, puisqu'on les enregistrait systématiquement. C'est donc visiblement une période de crise économique, mais peut-être aussi crise dans la célébration des concours, tout simplement par défaut économique. Je n'exclus pas donc, en plus, je rappelle que 69 est une année de crise successorale dans l'Empire, même si les affrontements n'ont pas lieu en Grèce propre. Je n'exclus pas qu'en 69, Polythèse ait bénéficié d'un contexte d'instabilité et de crise qui expliquerait sa tentative victorieuse pour accomplir cet exploit insensé d'Olikos, Stadion, Diolos dans la même journée. Il a dû voir que les candidats au Diolikos arrivés à Olympie étaient médiocres, peu nombreux, et il a tenté sa chance, et il a réussi. Mais le sport antique, comme le sport moderne, semble quasiment exclure, dans des conditions normales, la réalisation d'un tel exploit. C'était un sprinter. Nous arrivons donc au sprint, avec le stade, on en a déjà parlé, une sorte de 200 mètres un peu court, le diolos, 2 stades, donc 400 mètres un peu court, en aller-retour sur les pistes rectilignes de l'Antiquité, et l'épreuve originale de la course en armes, avec un équipement, au départ, un équipement d'hoplite quasiment complet, mais très rapidement, on se contentera du bouclier. C'est une épreuve de sprint puisqu'elle est courue sur un diolos, donc sur 400 mètres. Voici la base retrouvée à Smyrne pour un citoyen d'Égine, l'île en face d'Athènes, le citoyen romain Marcus Aurelius Agathopus. Le bien nommé, puisque Agathopus signifie le bon pied. Il est vainqueur à Olympie en 73 et 177. C'est un palmarès compact, discret, à peine 10 lignes. Au premier abord, ça ne paye pas de mine et il faut lire la totalité du texte pour comprendre la dimension de ce champion. Alors, Agathopus est 4 fois périonnonique, c'est-à-dire qu'il a remporté au moins 4 succès dans les 4 concours de la période, les Olympiades, les Pythias de Delphes, les Isthmias et les Néméas. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs, soit dit en passant, qu'il a vaincu dans d'autres courses de sprint aux Olympiades que le Stadion. Puisqu'il n'a vaincu que 2 fois au Stadion, il faut qu'il ait 2 autres victoires dans les deux autres spécialités de sprint. Il est aussi Aristos Hélénone, c'est-à-dire meilleur des Grecs. Le meilleur des Grecs, c'était le vainqueur d'une course en armes très particulière qui a lieu à Platée, sur les lieux de la bataille de 479, à partir du trophée érigé par les Grecs. En réalité, la course n'est pas aussi ancienne que la bataille, et le titre de meilleur des Grecs, qui est attribué au vainqueur, ne date probablement que de l'époque augustéenne. Donc, en grec, ça fait 4 mots. Tétrakis Periodnikes, Aristos Hélénone, une synthèse qui dit énormément déjà sur ce champion, qui est forcément un champion d'envergure. Mais la singularité absolue d'Agathopus, son record, vient en fait à la suite. Il est premier coureur à avoir remporté 66 concours sacrés. Sous-entendu, sacré isélastique. C'est la catégorie suprême des concours à cette époque-là. Vous avez les concours de la période, qui sont aussi isélastiques en réalité, et puis en dessous, les concours isélastiques, c'est-à-dire qui donnent lieu à une entrée triomphale dans la patrie du vainqueur. C'est le top, c'est-à-dire c'est l'équivalent de nos ATP, des Master 1000 en tennis et des plus grandes courses cyclistes sur route ou les grands tours. Que veut dire ce chiffre ? Le hasard de la conservation des documents nous a livré le palmarès d'un contemporain d'Agathopus. Donc, on est dans les années, ici, je vous l'ai dit, 170, 180. Son contemporain, c'est Marcus Aurelius Démostratos Damas de Sardes. Le plus grand pancratiaste, mais aussi boxeur, de son époque. Il est légèrement plus ancien qu'Agathopus. Or,
chose rare, il indique lui aussi le chiffre de ses victoires. Ce chiffre des victoires, c'est 67. Donc, Agathopoulos est très précis. Il n'est que le premier coureur, pas le premier de tous. Il est le premier coureur à avoir remporté 66 concours sacrés. Parce que celui qui a le record absolu, c'est Démostratos Damas, qui en a 67. Ce duel de chiffres à distance et même à disciplines différentes ici, évoque bien sûr les rivalités actuelles, où l'on discute de savoir qui est le plus grand de son époque à travers les chiffres de victoires dans les tournois du Grand Chelem ou dans les grands tours cyclistes internationaux. Ceci m'inspire 3 remarques. D'abord qu'évidemment, Agathopoulos connaissait le chiffre de Démostratos Damas, mais je pense aussi qu'il estimait que ses lecteurs à lui connaissaient très bien ces chiffres. Et je pense que de manière générale, les Grecs étaient avides de chiffres et connaissaient très bien les records en cours dans les différentes disciplines qu'ils pratiquaient. Par ailleurs, Agathopoulos et Démostratos Damas ont fait quelque chose de singulier. Tous les palmarès visent à donner une certaine place des champions dans la hiérarchie. C'est certain. Eux sont passés par des chiffres globaux. Ils ont dit, regardez, j'ai remporté 66 concours sacrés. Regardez, j'ai remporté 67 concours sacrés isélastiques. Ce n'est pas si habituel. Regardez aujourd'hui. Quand Djokovic, le Serbe, a dépassé Nadal et Federer en nombre de titres du Grand Chelem, à peu près tous les médias y sont allés de plus grands joueurs de tennis de tous les temps. Le débat paraissant tranché parce qu'il avait une victoire de plus ou deux que ses adversaires, Nadal et Federer. Mais en réalité, celui qui détient le plus grand nombre de titres ATP en tennis, ce n'est pas Djokovic. C'est Jimmy Connors devant Roger Federer et Djokovic. Et pourtant, personne n'irait dire que c'est Jimmy Connors le plus grand champion de tennis actuel, de l'histoire récente du tennis. Donc c'est plutôt singulier d'avoir fait appel au chiffre global et non pas aux détails des victoires dans les plus grands concours. Passons au sport de combat. Alors, ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Le plus populaire d'entre tous en termes de pratique dans l'Antiquité était la lutte. C'est le sport le plus pratiqué. Et le lutteur Léon de Rhodes, dont on voit ici la base retrouvée à Olympie, est connu à la fois par une épigramme conservée dans l'anthologie de Planude et par ce palmarès, très peu lisible, je ne le fais pas dire, mais qui a donc été retrouvé à Olympie même. En réalité, la statue et la base ont probablement été, quasiment en toute certitude, été réalisées à Rhodes et ensuite transplantées à Olympie. Je m'intéresserai ici à la formule introductive du palmarès de Léon de Rhodes. Léon de Rhodes dit « Nikassas palan aptos », ayant remporté la lutte, littéralement sans avoir été tombé, ce qui est en termes techniques pour les sports de combat, donc sans avoir été renversé, si vous voulez. Alors une précision technique s'impose. Comme certains sports de combat actuels, la victoire dans la lutte grecque s'obtient après avoir fait toucher son adversaire, après avoir fait toucher le sol à son adversaire, à 3 reprises. Ici donc, l'expression signifie que lors de ces victoires, personne n'a renversé Léon de Rhodes. Vous avez ensuite 3 colonnes qui enregistrent les différentes victoires de Léon. La colonne de droite est très endommagée, on ne peut pas en dire grand-chose, mais vous voyez que la liste est longue, déjà. Donc, la plupart des commentateurs ont dit « c'est impossible. Personne ne peut remporter tous ces concours sans avoir été renversé ». Et moi-même, quand j'ai réédité ce palmarès, j'ai exprimé des doutes en me disant que, effectivement, c'était peut-être un peu une sorte d'approximation, ou alors que le Aptos ne portait que sur la colonne centrale, puisque vous avez une disposition en colonne, et ça pouvait être éventuellement une explication. Alors,
une petite remarque avant de passer au parallèle avec le sport moderne. Il faut se dire que aptos ne signifie pas invaincu. Ce que Léon a bien voulu dire ici, c'est que quand il a vaincu sans être renversé. Mais il a pu être vaincu par ailleurs. C'est quand même, il faut avoir ça en tête. Notamment parce que la victoire aux Olympias, il faut que je revienne, que vous avez ici, en haut à gauche, en réalité, elle a été ajoutée. Qu'est-ce qui s'est passé? On a gravé ce palmarès avec ces 3 colonnes, et puis Léon se trouve avoir remporté enfin la victoire aux Olympias. Donc, on a pris 2 mesures. La première, c'est qu'on a ajouté les Olympias, évidemment. Mais comme c'est en ajout, on ne sait pas si, là aussi, ça pourrait être une victoire aptos. On ne peut pas le dire. Et puis, on a décidé que ce monument qui était prévu pour Rhodes, on allait l'envoyer à Olympie. Bon. Alors, est-ce qu'il a pu l'emporter partout sans être renversé? C'est là qu'il faut faire un détour par les sports de combat modernes. Je vous présente la japonaise Akari Fujinami, qui est la favorite pour sa catégorie à Paris, même si il se trouve qu'elle est blessée actuellement. Elle est invaincue depuis 7 ans. Elle n'a pas lâché en points lors de ses dernières finales internationales. Et elle a 133 victoires d'affilée. Je vous présente le Russe Alexandre Karelin, ma photo préférée quasiment. 1,90 m, 130 kg, 887 victoires pour 2 défaites. Et surtout, lors de ses 6 dernières années de domination, à l'exception de dans son ultime défaite, en l'occurrence, aucun adversaire n'a réussi à lui prendre un seul point. Je vous présente plus Teddy Riner, invaincu durant 154 combats en 10 ans. Finalement, mutatis mutandis. L'exploit accompli par Alexandre Karelin, 6 dernières années de domination sans perdre en points, ça pourrait très bien être ce que Léon de Rhodes a réalisé dans une carrière qui justement peut à peu près couvrir 5 ou 6 années, d'après ce qu'on peut déduire des concours qui y sont mentionnés. Or, les exploits accomplis par Akari Fujinami ou Alexandre Karelin l'ont été faits dans un contexte beaucoup plus concurrentiel que celui de l'Antiquité, et notamment celui de Léon de Rhodes au 1er siècle, à peu près à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et rappelez-vous, il n'y a pas de catégorie de poids. Donc, si vous êtes en gabarit du type Alexandre Karelin ou Teddy Riner, et que vous avez en face de vous des gens qui sont beaucoup moins massifs, beaucoup moins grands, beaucoup moins lourds, il est extrêmement difficile de vous renverser. Donc si Léon de Rhodes a été effectivement ce lutteur dominant, notamment par son gabarit, il est finalement tout à fait concevable que toutes ces victoires enregistrées dans le palmarès aient été faites sans être renversées. Or, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait graver. Il l'a fait graver pour un monument qui finalement est arrivé à Olympie. C'est-à-dire disponible pour l'ensemble des Grecs qui se réunissent là. Des dizaines de milliers de Grecs qui arrivent et qui peuvent lire son palmarès. Or, on ne triche pas avec les palmarès. Contrairement à ce qu'on a beaucoup écrit sur les palmarès grecs qui exagéreraient, qui tricheraient, qui manipuleraient les mots, etc. On ne triche pas avec les palmarès. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces adversaires savent très bien ce qu'il en a été. Ils savent très bien s'ils ont été vaincus par Léon de Rhodes et dans quelles conditions. Léon de Rhodes étant lutteur et en pancratiaste, il n'est pas en boxeur. Parce que la boxe était un sport traumatisant et un sport qui aussi intéresse moins les élites grecques. Et pourtant, c'est la boxe qui a livré les rares cas d'athlètes héroïsés dans l'Antiquité grecque, et en particulier l'un des plus célèbres d'entre tous, Théogène de Thasos. Alors Théogène appartient au cercle restreint de ceux qui sont considérés comme les plus grands athlètes de l'Antiquité grecque, avec Milon de Crotone, Euthymios de Locre et quelques autres. Il est vainqueur à Olympie en 480 dans la boxe et en 476 dans le pancrace, ce qui est là aussi un exploit qui n'a quasiment jamais été renouvelé, une fois simplement, dans l'Antiquité grecque. Ces palmarès sont au nombre de 3, ce qui est une singularité déjà. Il en a un à Thasos, sa patrie, mais très mutilé, comme vous pouvez le voir, on ne conserve que 4 fragments.
Il y en a un à Olympie, lui aussi très mutilé, mais assez facile à restituer. Et surtout, il y en a un à Delphes qui, lui, est très bien conservé, même si la pierre est extrêmement abîmée, avec une épigramme, d'abord, sur la partie supérieure, et en bas, le palmarès en prose, que je vous présente ici. L'épigramme est traduite, le palmarès en prose, je ne l'ai pas traduit, mais si vous savez que Pux signifie box, vous voyez que c'est une succession en réalité de noms de concours avec à chaque fois box, 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 box. Ce qui est très intéressant dans le cas des palmarès de Théogène de Thasos, c'est qu'il n'y en a aucun qui est contemporain de la vie de Théogène de Thasos. Ils ont tous été gravés bien plus tard, à des époques incertaines d'ailleurs, hein, et peut-être pas tous au même moment. Enfin, probablement pas tous au même moment, celui d'Olympie étant probablement plus ancien que les autres. Je vais faire un détour là par les statues pour les champions modernes. Alors, comme dans l'Antiquité, toutes les situations existent dans l'époque moderne. C'est-à-dire qu'on érige une statue quelquefois au moment de l'exploit. C'est le cas par exemple de la statue de Paavo Nurmi en 1925, donc un an après les Jeux Olympiques de Paris en 1924 qui l'ont vu vaincre 5 fois. Il y a des fois, on attend la retraite, voire la mort de l'athlète. Par exemple, dans le cas de Juste Fontaine, une statue de Juste Fontaine va être inaugurée à l'automne prochain, plus de 60 ans après son record de buts marqués lors de la Coupe du Monde de 1958. Donc toutes les situations existent. Attardons-nous sur le cas de Jesse Owens. Il a lui aussi 3 statues. Une à Oakville, Alabama, c'est sa cité natale. Une à Cleveland, où sa famille avait déménagé. Et une à Columbus, Ohio, c'est-à-dire le siège de son université. Toutes ces statues sont posthumes, ce qui s'explique très largement par la situation évidemment des Noirs dans la société américaine et aussi par le destin légèrement brisé de la carrière de Jesse Owens, notamment parce que évidemment les Jeux Olympiques de 1940 et 1944 n'ont pas pu avoir lieu. Ce qui est très intéressant dans le cas de Jesse Owens, c'est qu'il a été essentialisé comme champion olympique. Point final. Si vous regardez les plaques qui ornent ces statues, ici à Cleveland, vous voyez juste Olympic Champion, 1936. Rien d'autre. Pareil à Cleveland. Aucune remarque sur les nombreux records du monde qu'il a détenus. Aucune remarque même sur les 4 médailles d'or qu'il a eues à Berlin en 1936, qui était le record à l'époque. Alors, là aussi, il y a des explications, et notamment le fait que les records, puisqu'on a attendu plusieurs décennies pour ériger une statue à Jesse Owens, ces records étaient battus. Pour 2 des statues, son exploit de 1936, donc 100 mètres, 200 mètres, longueur 4 fois 100 mètres, avait été égalé en 1984 par Carl Lewis. Donc Jesse Owens n'est plus le premier et seul à détenir les records qu'il a battus, et souvent battus de manière extraordinaire. Revenons maintenant à Théogène, avec lui aussi plusieurs statues qui sont érigées bien après sa carrière et probablement bien après sa mort. Pourquoi ? Pendant longtemps, on a donné une explication politique. Théogène de Thasos a été héroïsé. Sa statue, à un moment donné, a été condamnée, jetée à la mer, puis ensuite, à la suite d'un oracle delphique, les pêcheurs ont récupéré la statue de Théogène et il est devenu un dieu guérisseur. Donc, on a conclu que les palmarès gravés fin du 5e siècle, début du 4e siècle avant Jésus-Christ, avaient peut-être été gravés au moment où Théogène avait été héroïsé. Mais en réalité, dans ces palmarès, il n'est question pas du tout d'héroïsation. Aucune allusion aux événements de Thasos, aux crises internes, effectivement vécues par Thasos. Ce sont purement et simplement des palmarès agonistiques, mentionnant les succès et les exploits de Théogène. Notamment, dans l'épigramme, les fameux 1300 succès qu'il aurait remportés durant toute sa carrière et son invincibilité pendant 22 ans. Ma réflexion sur les statues modernes me fait dire que finalement, ce qui est en jeu peut-être, ce sont des aspects mémoriels. Ce qu'on a voulu faire, c'est à un moment donné
raviver la mémoire des exploits de Théagène. Pourquoi? Tout simplement parce que les décennies passant, il y avait de nouveaux grands champions qui avaient des palmarès comparables et qui, eux, érigeaient des palmarès de leur vivant, quelquefois. À l'époque de Théogène de Thasos, 480-476, on ne faisait pas encore de palmarès, ou très peu. Donc il est probable que sur sa statue Olympie, on avait simplement gravé son nom, comme on le faisait à l'époque pour les champions olympiques. Mais à la fin du 5e siècle et au 4e siècle, de grands champions reçoivent des statues avec, sur la base, des palmarès qui peuvent être vus comme rivaux de ceux de Théagène. C'est le cas, par exemple, de celui de Dorios de Rhodes, qui a 3 victoires à Olympie, 4 au Pythia de Delphes, 8 aux Isthmias, 7 au Néméa. C'est mieux que Théagène à Olympie. C'est mieux que Théagène à Delphes. Moins bien à l'Isthme et à Némée, mais c'est quand même en palmarès tout à fait extraordinaire. Donc je me demande si en réalité, ce qu'ont voulu faire les Thasiens à un moment donné, c'est simplement montrer qu'eux avaient l'un des plus grands champions de toute l'histoire de l'Antiquité grecque. Et je ne suis pas sûr qu'il faille chercher des raisons politiques ou religieuses à la réalisation des statues et des palmarès de Théogène de Thasos. Je passe enfin au pancrace. Le pancrace, j'ai moins besoin d'expliquer ce qu'est le pancrace aujourd'hui parce que les arts martiaux mixtes, les MMA, sont relativement à la mode et donnent une idée de ce qu'est ce sport violent et spectaculaire où presque tous les coups sont permis, hein, et qu'on caractérise quelquefois comme un mélange de boxe et de lutte, mais c'est pas tout à fait exact. Je fais un bond assez vertigineux de 650 ans vers l'avant. Imaginez, 650 ans, c'est comme si j'évoquais les Jeux Olympiques de 2800. C'est vertigineux. Marcus Aurelius Asclépiades est un brillant pancratiaste, sans aucun doute. On a retrouvé son palmarès conservé à Rome et il a des accomplissements majeurs. Il débute sa carrière à 20 ans et l'achève invaincu à 25. Il a remporté tous les plus grands concours de son époque et pendant sa carrière, il l'a remporté à la fin presque sans combattre. Pourquoi? Parce que ses adversaires renonçaient. Quelquefois dès le début, quelquefois au bout d'un tour, quelquefois au bout de 2. Et il récupérait donc la victoire quasiment sans combattre. Après sa retraite, donc à 25 ans seulement, Asclépiades a été admis au musée d'Alexandrie. Les commentaires le plus souvent apportés à cette nomination impériale sont souvent éloquents et révélateurs des a priori des savants sur les athlètes, en dehors des athlètes de l'époque classique, quelquefois. Donc l'empereur aurait usé de son pouvoir pour placer en sportif, sous-entendu un culte, évidemment, dans la prestigieuse institution qui n'aurait été pour Asclépiades qu'une sinécure. Peut-être. C'est indémontrable. Mais c'est les premiers commentaires qui ont été apportés à ce texte. Alors, prenons garde à nos préjugés. Encore relativement récemment, en tous les cas après la Seconde Guerre mondiale, on a des cas remarquables de combinaison de pratiques du sport du haut niveau et d'activités culturelles ou artistiques. Rappelons, pour la France, Micheline Ostermeyer, qui est double championne olympique du poids et du disque en 1948, mais qui était aussi une pianiste concertiste. Évidemment, ce n'était possible que dans le développement lent du sport féminin dans les Jeux Olympiques. Mais néanmoins, c'est remarquable. Les Anglais ont eu par exemple Roger Bannister, qui a été le premier homme sous les 4 minutes au mile, ce qui a été un événement extraordinaire en Angleterre, qui a été fêté, et qui est devenu un neurologue tout à fait réputé. En Allemagne, ils ont eu par exemple Karl Kaufmann, qui était l'un des meilleurs coureurs de 400 mètres et qui a fait une carrière de ténor et de directeur de théâtre. Pourquoi refuser le même profil à Asclépiades? Il n'y a pas de raison. En réalité, il appartenait à un milieu privilégié, soit parce que sa famille appartenait à l'élite sociale de sa patrie, soit tout simplement parce que son père était déjà un très grand champion et donc a fait presque nécessairement à l'époque fortune dans une carrière athlétique. Asclépiades a vécu à Alexandrie, au moins une partie de son enfance, parce que son père était devenu citoyen d'Alexandrie. Et surtout, chose remarquable,
il n'a pas commencé sa carrière très jeune. Je vous l'ai dit, il a commencé sa carrière à 20 ans. Donc ça veut dire que dans son adolescence, il n'était pas comme beaucoup de ses adversaires sur la route, itinérant, passant son temps d'un concours à un autre. Il a pu bénéficier d'une éducation, entre guillemets, normale. Mais est-ce que c'est encore possible dans le contexte de plus grande concurrence du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ? Je le crois. Pourquoi? Parce qu'en relisant son palmarès, que j'avais pourtant plusieurs fois étudié déjà, je me suis rendu compte qu'Asclépiades était quelqu'un de tout à fait habile. Dès la première étude que je lui ai consacrée, j'en avais fait quelque part l'un des plus grands champions de l'époque impériale. Sans même faire attention que finalement, son bilan en tant que pancratiaste n'est pas meilleur que beaucoup de ses concurrents de l'époque impériale. Vous en avez même de meilleurs. C'est-à-dire, lui n'a qu'une victoire à Olympie, d'autres en ont 2. Et pareil pour les autres concours. Certains athlètes ont en fait un palmarès plus brillant, au moins dans les plus grandes compétitions, qu'Asclépiades. Alors certes, ce bilan n'est pas tout. Dans les arts martiaux mixtes, certains vont considérer qu'en Anderson Silva, une des stars de la discipline, avec 34 victoires mais 11 défaites, est placé plus haut dans la hiérarchie qu'en Georges Saint-Pierre, par exemple, qui a 26 victoires et 2 défaites. Il y a une part de subjectivité, comme vous le savez tous, dans ce genre de classement. Mais ce qui est remarquable dans le palmarès romain d'Asclépiades, c'est qu'il nous parvient à nous persuader de sa supériorité. J'avais déjà souligné le caractère personnel, beaucoup plus personnel que les autres palmarès, du texte de Rome. Asclépiades, par exemple, évoque la jalousie qu'il suscite, les dangers personnels qu'il a dû affronter. En réalité, je crois que c'est Asclépiades, l'auteur au sens fort du terme, le rédacteur de ce texte, et qui parle à la première personne, et qui use des mots et des phrases pour nous persuader, nous encore aujourd'hui, presque 2000 ans après, que c'est lui le plus grand champion du pancrace à l'époque impériale, alors même que son palmarès n'est pas forcément supérieur à celui des autres pancratias de la même époque. Asclépiades n'est peut-être pas enlettré, on ne le saura jamais, probablement jamais, mais en tous les cas, il savait jouer avec les mots et les phrases pour ériger un monument à sa gloire. Je sais bien que le comparatisme entre l'antique et le moderne a ses limites. Asclépiades n'est pas Teddy Riner. Mais il n'empêche qu'il a encore beaucoup à apporter à la compréhension du sport grec, à condition de ne pas faire du millénaire de sport grec en tout uniforme. Considérer qu'il y a des périodisations dans ce millénaire. D'autres civilisations peuvent être d'ailleurs comparées aussi au sport grec. La lutte chez les Noubas, par exemple, une photo de 1908, a des ressemblances frappantes avec la lutte dans la Grèce antique. Mais grande différence, l'esprit de compétition n'est pas du tout le même. Le concours terminé, tout esprit agonistique semble s'effacer. Les Noubas évoquent leurs exploits dans la bonne humeur, sans rivalité, sans enregistrement de la performance, et au fil des années, les noms des vainqueurs des différents tournois sont oubliés et il n'y a aucune archive pour les conserver. Donc s'il est indéniable que la civilisation grecque a développé un goût exacerbé pour toute forme de compétition, pas seulement sportive, il est tout à fait remarquable aussi qu'ils aient eu le goût de la mémoire de ces exploits, sur non seulement des décennies, mais sur des siècles. Les palmarès sont donc à mes yeux une expression remarquable de l'esprit agonistique grec. Dans mon exposé vous aura, je l'espère, montré tout l'intérêt qu'il y a à les étudier en multipliant les approches et en puisant dans toutes les ressources de l'histoire du sport grec. Merci pour votre attention.